Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans La Voix est libre, votre rendez-vous hebdomadaire avec une personnalité de Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, c'est avec une voix chantante que nous accueillons notre invité. Roland Romeyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de l'AS Saint-Étienne, c'est-à-dire le président d'un club qu'on peut dire qui est classé au patrimoine de l'humanité du football français, mais qui n'est pas enfermé dans un musée. Il vient d'en ressortir avec 2 saisons éblouissantes, une Coupe de la Ligue la saison dernière, une 4e place en championnat qui vous rouvre les portes de l'Europe cette saison. C'est le meilleur résultat du club depuis l'affaire de la Caisse Noire, c'est-à-dire depuis 30 ans. Vous êtes heureux ? Bah oui, écoutez, il y a un travail en profondeur qui a été fait depuis 5 ans environ avec un nouveau coach, un staff, un directoire, Dominique Rocheteau et Stéphane Tessier. Et je suis très heureux du travail qui est réalisé. Ça veut dire qu'on est en train de vivre là, non pas une parenthèse enchantée due à des circonstances heureuses, mais c'est vraiment le retour des Verts ? Moi j'espère, écoutez, il y a une progression sportive, 17e, 10e, 7e, 5e, 4e. Voilà. Au niveau financier, on est, je pense, un des bons élèves de la DNCG. Donc écoutez, pour le moment, tout baigne. Alors on va en parler de tout ça. Mais d'abord, on veut savoir, pour la saison prochaine, en Coupe d'Europe, en championnat, est-ce que vous gardez votre entraîneur, Christophe Galtier ? Mais pourquoi voulez-vous qu'on change une équipe qui gagne ? Christophe Galtier a signé un contrat de 3 ans il n'y a pas 3 ans, justement. C'était l'année passée. Enfin, je veux dire, c'était l'année passée. Il a un contrat jusqu'en 2016. On s'entend bien. Pourquoi voulez-vous qu'on change ? On sait ce qu'il en est des contrats, on peut les casser. Alors, est-ce que vous lui renouvelez son contrat ? Non, mais son contrat est jusqu'en juin 2016. Et vous le prolongez ? Donc, écoutez, si c'était le désir de Christophe, étant donné nos relations, la confiance qu'on lui fait, il n'y a pas de souci. Simplement, je pense que ce qu'il souhaite avoir, Christophe, c'est une équipe qui soit compétitive pour continuer à grandir. Voilà, donc son inquiétude, c'était que des cadres puissent peut-être quitter le club. Donc notre objectif du directoire et du conseil de surveillance, c'est de conserver les cadres du club. Les cadres, vous savez très bien de qui je veux parler. Ruffier. Ruffier, Trémolinas, qu'on a recruté en prêt depuis le mercato d'hiver et qui nous a donné entière satisfaction en tant que joueur, en tant qu'homme. Voilà, et puis après, faire quelques ajustements dans l'équipe. Et on peut attendre aussi des recrues, en plus de conserver les cadres ? Oui, écoutez, tout à l'heure, j'ai rendez-vous à 17h encore avec un agent. On a des contacts depuis 3 semaines avec des joueurs. On travaille avec Christophe, avec Dominique et avec Stéphane déjà depuis 3 semaines sur la future équipe l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, vous pouvez faire mieux que 4e alors ? Écoutez, ce qui nous importe, c'est que le club soit européen. On regrette simplement de ne pas récupérer notre stade fini comme c'était prévu en début de saison. On l'aura qu'au retour de la deuxième partie de saison. Mais notre objectif, l'AS Saint-Étienne, c'est à partir du moment où on aura cet outil de travail performant, bien, on veut effectivement être européen toutes les années. Alors, merci pour ces informations. Donc vous êtes président, ça ne date pas de l'année dernière, depuis 8 ans, mais votre engagement dans la Maison Verte, il est un petit peu plus ancien. Et nous allons regarder une photo. Vous allez m'en parler. Ah bah écoutez. Elle date de quand cette photo ? Alors on voit au premier plan Roger Rochet. Ah oui, et puis on a à sa droite, on a Paul Bressy. Et puis derrière on a le petit Romeyer. Et ça, c'était effectivement en 1982, à l'occasion d'une assemblée générale houleuse qui faisait suite à l'affaire de la Caisse Noire. C'était un moment douloureux de la Saint-Étienne. Et j'étais derrière le futur président éphémère, Paul Bressy. C'était lors du vote de l'Assemblée générale. Vous avez toujours été derrière les Verts, ça date de quand ? Écoutez, d'abord, 1957, premier match en tant que supporter. Et puis après, oui, j'ai souvent été derrière les Verts, surtout quand ils allaient mal. En 1996, j'ai été un des premiers actionnaires pour sauver ce club de la liquidation. Et en 2003, eh bien, avec mon club,
Avec mon entreprise, la SACMA, j'ai pris le sponsor maillot parce que notre club allait être rétrogradé en national. Donc effectivement, j'aime ce club et j'étais souvent derrière. Et après, en 2004, je me suis associé avec Bernard Caillazou. Alors pour savoir d'où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Avec les Verts, c'est assez facile de savoir, mais c'est toujours un bonheur que de se rafraîchir la mémoire. Nous accueillons donc celui qui, au début de la grande époque des Verts, fut aussi le capitaine des Bleus. Nous accueillons Georges Beretta. Bonjour Georges. Bonjour. Stéphanois est fier de l'être. Vous avez obtenu 6 titres de champion de France avec les Verts dans les années 60-70, 6 ou 7, je ne sais plus. 6, d'accord. Vous reconnaissez dans les Verts d'aujourd'hui? Oui, j'aimerais bien participer à la fête comme eux participent actuellement. C'est vrai qu'on a retrouvé ce public qui nous pousse sans arrêt. C'est intéressant pour les sportifs. C'est le même public et c'est le même état d'esprit? C'est le plus jeune, mais c'est le même état d'esprit. Et je crois qu'avec un public comme ça, on peut faire des grandes choses. Et vous pensez que c'est durable, le succès des Verts de ces deux dernières saisons? Oui, je pense que ça peut être durable parce qu'on a établi un plan de jeu qui est agréable à voir. Et derrière tout ça, on a des gens qui s'investissent énormément. Mais vous retrouvez les joueurs aujourd'hui. Il y avait un état d'esprit à votre époque chez les Verts. Oui, mais il y a toujours un état d'esprit. Il y est toujours. Il y est toujours. Et le public force les joueurs à aller de l'avant. Le public aux entraînements ou dans les stades pendant les matchs? Dans le stade pendant les matchs. C'est plus facile à jouer à Saint-Étienne qu'à Marseille. Je vais vous donner un exemple. À Saint-Étienne, vous frappez au but, vous tirez à côté, vous êtes applaudi. La deuxième fois, vous tirez à côté, vous êtes encore applaudi. La troisième fois, vous marquez. À Marseille, vous tirez la première fois à côté. La deuxième fois, à côté, vous êtes sifflé, vous donnez le ballon au partenaire, tu dis, essaye-toi un peu. Alors, puisque vous en parlez des tirs à côté quand on vous siffle, on va voir quand on vous a pas sifflé, mais il y a eu des tirs à côté, des tirs sur la barre. Ça va vous faire mal, hein? C'est une image qui fait mal. Glasgow, 1976. Le tir sur le poteau d'abord de Dominique Battenet, puis ensuite de la tête de Jacques Santini, les poteaux carrés. Et on a dit, si les poteaux n'avaient pas été carrés, la SSE aurait gagné la Coupe d'Europe contre le Bayern à Glasgow. Ça aurait pu rentrer, oui. En effet, ça aurait pu rentrer parce qu'avec les poteaux ronds, le ballon ne rebondit pas de la même manière. Et vous, un plus gros regret, vous n'étiez pas dans cette finale? J'étais pas dans cette finale. J'ai été transféré au premier Intertoto en 1974. On m'a transféré à Marseille. Et contre votre gré. Alors on va le regarder parce qu'on a dit aussi si Beretta avait été là, il n'y a pas que les poteaux, peut-être bien que la SSE aurait gagné. Seulement Beretta n'était plus là. Pourquoi? Parce que son président l'a vendu au cours du premier mercato du championnat de France. On va vous écouter, interviewé par Gérard Molinet, journaliste à l'ORTF. Nous sommes le 11 décembre 1974. Ça nous rajeunit. Comment s'est passé ce transfert? C'était très rapide et pourtant on a démenti et puis finalement vous signez. C'est simple. D'habitude, quand il y a un contact entre le club et M. Rocher, coupé court, il disait pourquoi pas Rocher transféré. C'était son habitude. Alors là, s'il a laissé filtrer un éventuel transfert, c'est qu'il a été intéressé par l'argent que proposait Marseille. Vous êtes professionnel, donc vous faites, vous, ce qu'on appelle une bonne affaire. Et pourtant, je me suis laissé dire que vous auriez fait de grands sacrifices financiers pour rester à Saint-Étienne. J'aurais fait des sacrifices certainement, parce que si on me proposait de continuer mon contrat que j'ai actuellement à Saint-Étienne, de le prolonger, j'avais aucune raison de quitter Saint-Étienne. Mais le fait que M. Rocher ne me retient pas et que Roby ne me retient pas non plus, il n'y a pas de raison que je continue à rester dans cet esprit à Saint-Étienne. C'est un crève-cœur, hein? On vous sent malheureux de quitter les Verts. Ah, ça a été très dur, oui. Ça a été dur pendant 2-3 ans. Et puis, je suis revenu vivre dans ma région après. Vous êtes Stéphanois aujourd'hui. Il n'y a rien à faire. Vous n'êtes pas fait à l'OM, vous étiez à Marseille. Non, je suis né à 1 kilomètre du stade. Donc, c'était difficile de partir à Marseille, de rester même à Marseille. Mon épouse voulait rester à Marseille. Je lui ai dit, on remonte. J'ai eu la chance de rentrer chez Adidas où j'ai travaillé en Rhône-Alpes pendant 20 ans. Et je continue à vivre ma passion avec ces nouveaux Verts. Les nouveaux Verts, il vit la passion vraiment avec vous, Georges? Ah ouais, Georges, c'est quelqu'un qui est très très apprécié. D'ailleurs, il fait partie des 13 ambassadeurs qu'on a intronisés cette année au club. Et ouais, c'est quelqu'un qui est très très aimé au club. Et il s'occupe aussi il est au centre de formation, mais il s'occupe surtout
de l'école de formation. Voilà. Il y a aussi Dominique Rocheteau. Alors lui, il n'est pas seulement ambassadeur, il travaille vraiment à vos côtés sur le côté sportif. C'est important d'être entouré de ces anciens verts. Ah oui, Dominique, c'est pareil. Dominique, c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui est ambassadeur aussi, comme Georges, mais qui est également au directoire, à mes côtés, et qui s'occupe du sportif avec Christophe Galtier. C'est important d'avoir les racines bien ancrées dans sa terre aujourd'hui, parce que le foot d'aujourd'hui, les gens ne sont plus d'ici, quoi. Écoutez, moi je suis stéphanois, j'ai vécu des moments inoubliables à Saint-Étienne, c'est pour ça que moi je vis pour ma famille et mon club. Et on essaye de véhiculer ces valeurs stéphanoises avec Georges. On va souvent, Georges et puis bien sûr Dominique, on va souvent voir les supporters aussi. C'est la carte de visite de la Saint-Étienne, on est comme ça, nous. Vous êtes proche des gens. Je vois une larme dans votre œil, hein, Georges Beretta, quand on parle comme ça. Encore Ouais. Non, quand même pas. Donc, proche des supporters, proche des clubs. Écoutez, puisqu'on en est là, on va écouter l'entraîneur d'un tout petit club, le FC Sorlin-Loire, qui regroupe 4 communes au nord de Roanne. Son équipe 1 évolue en district de la Loire. C'est vous dire, c'est le plus bas niveau. Il a quelque chose à vous demander. Il s'appelle Thierry du Sud. Monsieur Romeillet, bonjour. Plaisir, respect, convivialité, ambition, c'est la devise de Loire-Sornin, un petit club ligérien. Nous sommes quelques bénévoles à consacrer du temps chaque semaine pour que des enfants prennent du plaisir à jouer au football. On essaye de se structurer du mieux possible pour ça. Et ce qui nous manque peut-être aujourd'hui, c'est d'arriver à faire rêver un petit peu plus ces enfants. Et pour cela, on aimerait que l'ASS puisse, par certains gestes, se rapprocher d'un petit club comme le nôtre de temps à autre. Vous nous offrez la possibilité de les emmener au stade chaque année pour voir les matchs. Nous vous en remercions. Si les choses pouvaient se passer aussi dans l'autre sens, à savoir qu'à l'occasion d'un entraînement, d'un tournoi du club, un joueur professionnel pouvait venir auprès des enfants, ce serait sans doute effectivement une façon de les faire rêver. Je vous remercie par avance et espère avoir un retour sur cette invitation. Bon, d'abord, si vous voulez, j'ai un regard de respect et de reconnaissance pour tous les dirigeants des clubs amateurs, parce que je sors aussi de clubs amateurs, et sans des clubs amateurs, il n'y aurait pas de club professionnel. Dans une société qui, je trouve, qui est un peu à la dérive, je vous dis, féliciter tous les bénévoles qui s'occupent des clubs amateurs. Donc j'ai un œil bien particulier, et il faut savoir que l'ASS a 28 clubs partenaires. Et on essaye effectivement, il y a des référents pour chaque club partenaire, il y a des échanges, et on essaye d'envoyer de temps en temps des joueurs professionnels. Ce qu'il faut savoir, que nos joueurs professionnels sont très très sollicités par les partenaires, et puis aussi par toutes les actions que mon association ASS Cœur Vert, que j'ai créée il y a 2 ans, une association caritative qui travaille avec d'autres associations caritatives et puis avec des gens qui sont dans le besoin. Donc, ils vont visiter des hôpitaux, on va faire des conférences sur le respect dans les écoles. Donc, ils sont très, très sollicités. Et la demande qui est faite, là, eh bien, elle fait partie d'une 50aine de demandes de clubs. Donc, moi, je pense que pour obtenir satisfaction, il faudrait que quelques clubs se regroupent à l'occasion d'une manifestation et peut-être Dominique Rocheteau, moi-même, avec 1 ou 2 joueurs, on pourrait leur rendre visite. Mais rendre visite à tous les clubs du district, voilà, c'est compliqué. C'est pas possible. C'est compliqué, voilà. Mais autrement, j'ai un regard vraiment. Et les joueurs, ils vont le faire de bon gré, ça, ou il va falloir les pousser s'ils vont faire alors, ça? Déjà, si vous voulez, la Saint-Étienne est un club familial où les joueurs savent ce qu'on veut, parce qu'à partir du moment où ils revêtent
un maillot de l'AS Saint-Étienne, ils ont un DVD du club depuis sa création. Ils vont au musée de la Mine. Enfin, on leur inculque les valeurs stéphanoises et je veux qu'ils soient proches de leurs supporters parce que je leur dis aussi que s'il n'y avait pas de supporters, l'AS Saint-Étienne ne serait pas ce qu'elle est. Donc, ils se prêtent effectivement au jeu des signatures, des interviews des supporters, mais ils vont aussi, je vous dis, dans des associations caritatives, dans des clubs et auprès des gens qui sont derrière la Saint-Étienne. Et puis vous, aller au-devant des clubs, c'est peut-être aussi l'occasion de découvrir des joueurs. Alors à cet égard, eh bien, Thierry Dussul, l'entraîneur que nous avons entendu, lui, il a joué avec les cadets nationaux de la SSE à l'époque de Sébastien Pérez. Roland, vous accordez beaucoup d'importance au centre de formation. À l'ETRA, vous venez d'être propriétaire. Vous êtes désormais propriétaire de votre centre de formation. On l'a oublié, mais l'image de marque des Verts au début, c'est le centre de formation. Mais bien sûr, cette épopée des Verts, tous ces petits Verts, ils sortaient d'où? Ils sortaient du centre de formation de Saint-Étienne parce que le président Roger Rocher, avec Garonner, était précurseur et c'était important le centre de formation. Mais nous, c'est encore plus important compte tenu de la tournure du football parce que vous avez dans le championnat de France 2 équipes, 2 clubs où on ne discute plus d'argent, c'est Paris, pas de problème, et puis après Monaco, et puis avec des conditions particulières à Monaco. Donc il y a 18 clubs pour moi qui vont se battre en championnat de France première division. Et nous, avec notre budget de 50 millions, 7e budget, c'est pas mal quand même. Pardon ? C'est pas mal quand même, 50 millions. C'est pas mal, mais par rapport aux autres clubs, par rapport à Lyon, à Marseille, à Lille, à Bordeaux. Attendez, et puis, il faut savoir que là, je viens de vous parler de villes, de grandes villes, de villes qui, au point de vue économique, ne sont pas malheureusement sinistrées comme Saint-Étienne. Donc, je pense que le travail qui est fait actuellement, notamment par Christophe Galtier et ses équipes, bien c'est surperformé. Voilà. Donc nous, le centre de formation, très important, parce que l'avenir de l'équipe repose sur ces jeunes qui sortiront du centre, parce qu'on ne pourra pas se payer des joueurs à coups de millions. Et puis ce n'est pas du tout notre politique. On n'aura pas les moyens, et ce n'est pas notre politique. Et votre capitaine, Loïc Perrin, il est issu de ce centre de formation. Voilà. Le centre de formation, donc, c'est une fabrique à champions, bien évidemment, mais pas seulement une fabrique à champions. Et nous allons accueillir le directeur pédagogique du lycée Thézena du Montseul de Saint-Étienne, qui travaille en partenariat avec donc, le centre de formation de la SSE. Bonjour, monsieur Prata. Bonjour. Donc, j'ai tenu à ce que vous soyez là, parce qu'effectivement, le centre de formation, c'est former des enfants à jouer au football, mais pas que. C'est important, le projet pédagogique. Ils vont à l'école, et ils y vont vraiment. Exactement. Je crois que Roland Romeillet est très attaché d'ailleurs aux valeurs éducatives du football. Nous partageons les mêmes valeurs finalement, et si nous leur amenons une éducation et un enseignement, il est clair que nous amènent beaucoup de valeurs, les valeurs du sport, le dépassement de soi-même, l'excellence. Et je tiens à dire d'ailleurs que si l'ASS s'est fort bien comporté et a fait honneur à Saint-Étienne ces 2 dernières saisons, il faut savoir que les élèves du centre de formation, eux, ont fait deux années scolaires vraiment champagne. L'année 2013, nous avons eu 9 candidats bacheliers sur 9. 9 bacheliers sur 9 qui se 9, présentaient, ouais. Dont une mention très bien, un bac scientifique. Ah oui. Oui. Et l'année d'avant, nous en avions eu quand même 15 sur 17. Il aura un contrat pro, non? Celui qui a une mention très bien au bac scientifique. Ah, on ne mélange pas tout. Comme vient de le dire M. Frata, ce qui est important chez nous, le premier critère au centre de formation, c'est l'éducation. Très important. Et si vous venez chez nous, vous verrez que les gamins, ils sont bien élevés. On sait dire bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. Et la deuxième règle, c'est de bien marcher à l'école. Donc, la scolarité, très, très important. Et puis après, c'est le football. Mais il y a beaucoup de prétendants, il n'y a pas beaucoup d'élus. Ce qu'on veut faire quand les jeunes rentrent au centre de formation, c'est surtout en faire des hommes. Alors, parmi les élus, je vais citer les bacheliers les plus célèbres, Loïc Perrin, Kurt Zouma, Joshua Guilavogui, il y a son petit frère qui est d'ailleurs chez nous en ce moment, Emmanuel Rivière, Bafé Gomis, qui a été lyonnais jusqu'à peu. Tout à fait. C'est tout à fait. On revoit Bafé régulièrement. Très, très régulièrement.
Il n'a pas d'animosité, je crois, pour Saint-Étienne, Au tout au contraire. Et pour la petite histoire, Bafé avait pour seconde maman une de nos enseignantes, Chantal, qui l'appelle toujours maman et qui avait noué des liens très proches avec lui. Alors, le président dit on tient absolument à ce qu'ils aient une bonne éducation, mais imaginons, vous avez une petite perle en football qui travaille très mal en classe. Qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez à la porte? Il est au même régime que les autres. On a eu parfois, très rarement, mais on a eu quelquefois des cas comme ceci. La première des choses, nous travaillons en collaboration avec les coachs, avec le directeur du centre Bernard David et avec Roland Remillet. On se met d'accord ensemble. De toute façon, nous sommes toujours suivis par le club lorsqu'il y a une décision pénible à prendre. Fort heureusement, c'est très rare. Ça vous est arrivé quand même? Ça nous est arrivé une ou deux fois. Et là, qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez un très bon footballeur qui ne réussit pas en classe? Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, déjà, il y a les parents qui sont convoqués. Et puis, le joueur, j'avais un problème encore aujourd'hui où on a discuté sur une signature d'un contrat pro pour un jeune, mais où la scolarité n'était pas super. Donc, moi, je lui ai donné jusqu'à décembre, milieu de saison, pour relever la tête, sinon on ne le gardera pas. Qui a le dernier mot? L'enseignant ou le patron du sport? De toute façon, on travaille toujours en collaboration et on ne peut pas garder dans les vestiaires un joueur qui ne respecte pas les valeurs et les règles du club. Donc voilà, ce qui prime avant tout, c'est que ce soit des hommes qui écoutent et qui essayent de respecter ce qu'on demande. Voilà. Et est-ce que les enseignants jouent le jeu? C'est-à-dire, c'est pas l'éducation nationale qui a organisé ce centre de formation, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'heures de gym et qu'on favorise pas forcément beaucoup la gymnastique et l'éducation physique à l'école. Il faut des volontaires. Donc ça vient de vous, c'est votre initiative. Alors, il faut des volontaires. L'initiative, elle a été conjointe, entre, notamment, dès le départ, il y a 25 ans, entre l'ASS notamment et Thézenin du Moncel, le lycée Thézenin du Moncel. Et on est parti du fait qu'il n'existait aucune structure permettant à des jeunes de haut niveau ou en devenir de haut niveau de continuer valablement leurs études. D'où le projet qui a été monté, qui était quasi unique en France à l'époque, vraiment, d'intégrer les jeunes dans des classes tout à fait normales, on va dire, pas aménagées, si ce n'est avec des aménagements horaires au sein de ces classes et des rattrapages de cours. Et là, pour le coup, il faut des enseignants volontaires, je peux vous dire qu'ils le sont. Quant à l'éducation physique et sportive dont vous parliez, il faut savoir que des cours d'éducation physique et sportive sont donnés au centre de formation, conjointement entre un coach de l'ASS et un professeur d'éducation physique du lycée. Pour une meilleure préparation du gamin, qu'on ne fasse pas de bêtises, c'est Tout ça, à fait. ça se fait en concertation. Il faut pas faire n'importe quoi au niveau de l'éducation physique quand il y a des programmes d'entraînement pour les jeunes. Mais d'autre part, c'est des valeurs un peu différentes et on travaille pas les mêmes choses. L'éducation physique et sportive dans l'éducation nationale, c'est la connaissance du corps et de soi-même. Alors, donnez-moi, votre avis comme ça. Prenons l'exemple en natation de Laure Manodou, qui, elle, a quitté les études, la scolarité, sa famille, son club à l'âge de 14 ans, qui s'est déscolarisé pour devenir championne olympique. Vous pensez que c'est pas bien, ça? Mais c'est très bien, mais moi, je peux vous dire que nous avons des filles, par exemple, du Pôle France Gymnastique, que j'ai eu comme bachelière une jeune Cassie Véricelle qui était médaille de bronze au championnat du monde, toute catégorie. Donc ça se fait très bien et on peut le faire en scolarisant des jeunes. Nous avons eu des champions du monde, nous avons des champions d'Europe en sport individuel et ça se fait très bien. Et je pense que Laure Manodou aurait été dans la région, elle aurait pu continuer tout aussi bien ses études et être championne olympique. Nous avons comme partenaire le Saint-Étienne Natation et nous avons de très bons nageurs dedans. Vous allez les recruter comment, les jeunes qui viennent au centre de formation? C'est régional ou vous allez les chercher partout en France? Non, on en a partout. Il y a l'école de foot dont fait partie Georges Beretta, j'y ai tout à l'heure. Et puis après, il y a le centre de formation. Nous, on a des scouts partout en France. Et on a aussi ces fameux clubs partenaires dont je parlais pour qu'ils soient nos yeux et nos oreilles dans toute la France. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on a des joueurs un petit peu de partout.
Alors, la SSE gère aussi un centre de formation à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, dans le cadre de la coopération décentralisée entre la région Rhône-Alpes et la région des Hauts-Bassins, donc au Burkina. Les enfants y suivent le même enseignement sportif et éducatif qu'à l'ETRA dans la Loire, mais évidemment avec des applications africaines. Alors, pourquoi est-ce que vous faites ça? Donc, vous gérez un centre qui a été initié par la région Rhône-Alpes, mais c'est vous qui êtes le patron de ce centre. Oui, tout à fait. D'abord, si vous voulez, au-delà du football, Saint-Étienne a un rôle social important. Je le vois comme ça. Je pense qu'on a un rôle social à jouer dans ce monde. Et à l'initiative de la région Rhône-Alpes, on sait, et puis aussi de Res Publica, nous sommes allés nous installer à Matourcou. Res Publica, donc c'est une association qui a été fondée par une personne qui aurait pu être votre prédécesseur, Jean-Claude Perrin, qui était candidat à la reprise, ou qui a été votre prédécesseur. Qui a été mon prédécesseur, oui, Jean-Claude Perrin. Président de la Saint-Étienne. C'est surtout son épouse, mais Jean-Claude Perrin, oui, bien sûr, oui, qui était à la tête du club, associé avec Bernard Cayazo à l'époque, et Thomas Schmider. Ils étaient associés tous les trois. Bon, ça a été assez éphémère, mais il est passé effectivement par le club. Alors pourquoi lui l'a créé? Pourquoi vous continuez? C'est pour recruter? C'est pour trouver la perle rare en Afrique que vous faites ça? Je vous dis, il y a... Pour deux raisons. Effectivement, si l'intérêt de la Saint-Étienne de découvrir des joueurs, mais aussi, je vous dis, ce rôle social, parce que avec notre partenariat, ça permet aux jeunes d'être scolarisés comme il faut, de pouvoir manger comme il faut. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont très très importantes pour les jeunes. Enfin, je sais que vous y êtes allés là-bas, je vois les images, et on a vu des gamins qui étaient heureux, alors que dans les rues, il y a la pauvreté qui est là, et donc je pense qu'on joue un rôle très très important dans la Saint-Étienne. Effectivement, on y est allé, on a fait effectivement un reportage en collaboration avec la radio-télévision burkinabé. C'est un reportage que nous diffuserons demain dans le journal de 19h. Effectivement, c'est un reportage étonnant où on voit des gamins heureux de jouer au foot, heureux d'aller à l'école, heureux de devenir bachelier, puisqu'il y a des gamins qui sont quasiment analphabètes, ils ne parlent que leur langue vernaculaire, et qui deviennent bacheliers. Mais ont-ils vraiment un espoir de devenir des grands footballeurs? Vous avez des gamins en stage qui viennent du Burkina actuellement? On en a eu plusieurs qui sont passés. Il y a eu un gardien de but chez nous, qui est maintenant à Drancy, parce qu'il a... Je pense qu'il a manqué quelque chose pour qu'il reste à Saint-Étienne. Mais on en a un jeune, on a un grand espoir sur lui. Oui. Et puis il y avait donc, si vous voulez, il y a 3 semaines... le responsable du centre Bernard David qui allait avec Sébastien Sarnier, notre préparateur, et Gérard Fernandez, notre recruteur. Et oui, ça progresse bien, je suis content de ce qui se passe, et effectivement, j'espère pouvoir avoir un footballeur pro burkinabé de manière encore à booster un petit peu cette école de formation-là. C'est bien aussi, hein, en un mot, vous suivez aussi cette expérience en Afrique? Vous n'avez pas de contact avec les pédagogues là-bas? Non, on est au courant de l'expérience en Afrique, on en parle avec les coachs et le directeur Bernard David du centre de formation, mais non, on n'a pas vraiment d'élèves qui viennent du Burkina Faso actuellement. Roland Romeyer, dans notre face-à-face, eh bien, nous allons commencer avec des choses qui fâchent. Cette saison encore, il y a eu beaucoup d'exactions sur le terrain et autour de la part de supporters, avec sanctions pénales pour les fautifs, mais aussi amendes pour le club et interdiction de déplacement pour les supporters. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? Écoutez, effectivement, c'est un problème que beaucoup de clubs rencontrent actuellement. Ce que je peux dire quand même, c'est qu'à Geoffroy-Guichard, il n'y a pas de violence, on n'a eu aucun souci de ce côté-là. Notre 12e homme était présent, simplement quelques débordements, entre guillemets, au niveau de l'utilisation d'engins pyrotechniques. C'est tout ce qu'on a déploré, on n'a pas eu de souci. Alors après, en déplacement, effectivement, il y a eu quelques affrontements, notamment à Nice, où là, c'est un club où il y a toujours eu des complications avec la Saint-Étienne. Voilà, c'est ce que je déplore. Moi, bien sûr, nous sommes contre la violence verbale et la violence physique. Et ce jour-là, Dominique Rocheteau, qui était à côté de moi sur le terrain, bien, tous les deux, on était malheureux de voir ces irresponsables donner une image négative du football, alors que moi... j'essaye
de faire le maximum pour que cette image, cette couleur verte brille le mieux possible. Voilà, donc on était déçus. Ça coûte cher au club aussi, coûte cher financièrement, parce que chaque fois qu'il faut aller discuter à la Ligue, après il y a les amendes, éventuellement des huis clos. Cette année, on a eu 2 huis clos, ça nous a pénalisé énormément. Et puis, je vous dis, pour moi, on travaille au quotidien pour donner une bonne image et en un quart d'heure, on vous dégrade l'image de la Saint-Étienne et ça, on ne peut pas l'accepter. Alors on va regarder une phrase, celle de Thierry Braillard, le nouveau secrétaire d'État au sport. Vous me direz si elle vous convient. Thierry Braillard a dit dès sa prise de fonction, il faut renforcer la structuration et le dialogue avec les clubs de supporters. Il est important qu'ils aient une vision car la gestion d'un club est loin d'être facile. J'ai d'ailleurs pris l'engagement de les recevoir rapidement. C'est aussi ce que vous aviez demandé, vous. Oui, voilà, j'avais demandé effectivement à Frédéric Thirier de les recevoir. Il m'avait fixé 2 dates qui chaque fois étaient reportées et puis après on n'a plus de suite. Donc oui, j'avais demandé à ce que la Ligue reçoive ses supporters pour dialoguer avec eux parce que c'est facile d'appliquer des amendes ou des suspensions contre un club qui est responsable, mais comment engager la responsabilité d'un club? Je vais parler ce qui s'est passé à Nice. Ce n'est pas le club de la Saint-Étienne qui se fait les palpations. Ce n'est pas le club Saint-Étienne qui a la vidéo. Ça se passe à Nice. Pourquoi ne pas interpeller de suite les fauteurs de troubles? Et pourquoi, surtout, pénaliser un club à Geoffroy-Guichard alors que les désordres se sont passés à l'extérieur. Parce que nous avons été condamnés de 2 matchs à huis clos pour des problèmes à Nice. Et je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y avait un problème de supporters des 2 côtés. Mais par exemple, les supporters stéphanois qui viennent à Lyon tabasser, en dehors d'un match, qui viennent tabasser des supporters lyonnais, ça, c'est pas des Niçois, là. Ah, oui. Et c'est déplorable, comme les Lyonnais qui viennent tabasser des supporters stéphanois sur leur lieu de travail. C'est déplorable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le ministre des Sports propose une rencontre, c'est à lui de gérer ça? Moi, je vais vous dire que en ce qui concerne Saint-Étienne, on fait le maximum au niveau de la sécurité, mais on ne peut pas faire la police ni rendre la justice. Chacun a sa place. C'est ce que j'avais demandé à Manuel Valls, puisque nous avons été convoqués 2 fois au ministère de l'Intérieur, que chacun fasse son travail. Les clubs, que les clubs soient responsables dans leur enceinte des supporters, je veux bien. Et là, si c'était le cas, je n'aurais pas de problème avec Geoffroy Guichard. Je le répète, aucune violence à Geoffroy Guichard. Que le club soit responsable sur les enceintes extérieures, je ne suis pas d'accord. Qu'on parle des clubs, des désordres dans la rue, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est au ministère de l'Intérieur de résoudre ces problèmes. Donc, déjà, effectivement, qu'il y ait un dialogue, c'est ce que j'ai demandé, je vous dis à M. Valls, au ministre à l'époque, qu'il y ait une réunion, un dialogue, ministère de l'Intérieur, la Ligue, la Fédération, les supporters. Voilà, c'est tout. C'est une bonne chose que les Green Angels se soient autodissous, par exemple? Non, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Les Green Angels se sont autodissous, donc ils n'existent plus. Je le déplore parce que pendant longtemps, ils ont animé une partie de la tribune du COP Sud. Voilà, donc tous ceux qui veulent continuer à supporter la Saint-Étienne, eh bien, s'ils font partie d'un nouveau groupe, enfin, il faut créer une autre association parce que sinon, on ne peut pas les reconnaître. Après, ce sont des supporters lambda. Il y a une loi, j'y peux rien. Il y a la préfecture qui met la pression. Moi, je peux rien faire. Contre les débordements, contre le hooliganisme, les Anglais ont trouvé la parade, ils ont décuplé le prix des places et maintenant il n'y a plus que les riches qui vont dans les stades et il n'y a plus de hooligans. Bon, c'est ce qu'il faut faire en France? Non. Ce qu'il faut faire en France, je ne sais pas. Ce que je ne ferai pas à Saint-Étienne. Saint-Étienne est un club populaire. Je vous ai dit tout à l'heure que Saint-Étienne était une ville économique qui souffrait.
Et en plus, Saint-Étienne est un club qui a des supporters sur toute la France, qui font d'énormes sacrifices financiers, du temps passé sur les routes, tout un tas de choses. On ne pénalisera pas les supporters. Je pense qu'on est les tarifs, on a les tarifs les moins chers de France. Je crois qu'on est 18e club. Il n'est pas question d'augmenter les prix. Et puis surtout que c'est un mauvais exemple en Angleterre. Parce qu'on a augmenté les prix, donc effectivement, il n'y a plus de débordement. L'ambiance, ça ressent aussi au niveau de l'échelle, au niveau du foot, mais ça a déplacé simplement la violence dans les clubs inférieurs. Donc pour moi, c'est pas une solution. Non, il faut trouver d'autres solutions. Il faut se mettre autour d'une table et puis discuter avec les uns et les autres. Et en un mot, rapidement, cette ancienne polémique, enfin cette ancienne rivalité avec l'Olympique lyonnais, vous êtes vraiment hostile à l'Olympique lyonnais? Il faut vraiment alimenter ça? Non, mais moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis quelqu'un de très, très respectueux, qui aime les gens. Si je suis à la tête de ce club, c'est simplement que j'ai vécu des moments de bonheur extraordinaires quand j'allais à Geoffroy-Guichard et que je côtoyais tous les adversaires. Avant à Geoffroy-Guichard, les joueurs sortaient du vestiaire, traversaient tous les supporters pour aller s'entraîner sur le terrain annexe. On se côtoyait les uns et les autres. Un match football, c'est la fête. Il faut un gagnant, il faut un perdant. Le gagnant, à la fin du match, il fait les d'honneur au perdant. On se serre la main, on boit le verre de l'amitié. C'est ce que je souhaite. Mais malheureusement, si vous voulez, il y a la société qui est en dérive. Ce qu'on retrouve, les débordements qu'on retrouve dans les stades, on les retrouve dans la société. Ce sont les mêmes qui vont piller les magasins ou casser les devantures lors de manifestations diverses. Voilà, je pense qu'il manque en France, c'est pas assez sévère, quoi. Voilà, c'est tout. Allez, un autre sujet qui fâche, le temps qu'il fait. Cet hiver, le match contre Évian-Thonon-Gaillard a été 2 fois reporté à cause de la neige sur le terrain. Et oui, parce qu'en hiver, des fois, il neige à Saint-Étienne. Cela vous a coûté cher en amende et en frais d'organisation et en remboursement. Qui est-ce qui est responsable? Ça vous a coûté cher, cette histoire? D'abord, si vous voulez, il faut bien savoir que Saint-Étienne est, je crois, la deuxième ville d'Europe de plus de 150 000 habitants, la plus haute. Ouais. Ok. Donc Saint-Étienne, plus de 600 mètres d'altitude, effectivement, c'est pas la Côte d'Azur. En plus, la météo, de moment, ça change vite. Entre le gel, la neige, on a vu, c'est pas que cette saison. Nous avions vu un match OM Saint-Étienne où il y avait un stadier qui soufflait la ligne de touche pendant tout le match pour que ça se déroule. L'année passée, on a vu un match ASS Montpellier où là, ce sont les joueurs qui ont pris les pelles pour dégager. Ce que je veux dire, Roland, et cette année, il y a eu Évian reporté. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Le club ne peut rien faire. Non. Et alors, à ce moment-là, est-ce qu'il fallait mettre en cause la municipalité qui a refusé de chauffer la pelouse? Alors, on va regarder justement une déclaration de Jean-Louis Gagnère, député PS de la Loire et vice-président du Conseil régional. Il dit « La Ligue de football professionnel exige des clubs de maintenir des terrains praticables, quelles que soient les conditions météo. Cette demande est totalement déplacée à l'heure où nombre de nos concitoyens surveillent leurs factures de chauffage. » C'est vrai quelque part quand même. Oui, je déplore qu'il y ait de l'argent qui parte en fumée, entre guillemets, mais je dirais à Jean-Louis Gagnère qu'il y a des règles, voilà, et puis on doit les respecter. Il y a des lois républicaines, il y a des règles dans la vie, on les respecte ou pas. La limitation de vitesse, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'on est tous d'accord sur... Non, il y a des règles, on doit les respecter. Nous louons une enceinte sportive, un match, 23 matchs en réalité pour une saison. Il faut qu'on ait un terrain où on peut jouer. Problème réglé de toute façon, puisque la pelouse va être chauffée dans le cadre de la rénovation du stade. Voilà, ça va être fait, ça. Donc c'est réglé. Oui, alors j'ai été très très heureux d'avoir une réunion la semaine dernière avec le nouveau maire, président de Saint-Étienne Métropole et son vice-président. Et nous avons été écoutés puisque ce matin, il y a eu une conférence de presse où la décision a été prise de refaire
la pelouse complètement, une pelouse neuve, qui va d'ailleurs surélever de 20 cm, avec le chauffage intégré. Enfin, voilà, ce qu'on a demandé, on a été écouté. Nous sommes un club ambitieux. Christophe Galtier veut pouvoir pratiquer du beau jeu. Nous aurons une bonne pelouse. Voilà, je suis... Du beau jeu avec une bonne équipe qui forcément va coûter cher, mais ne va pas coûter plus cher que ce que vous pouvez dépenser. Cette phrase de Michel Platini qui date du début de l'année. Ce que je regrette, c'est que la LFP n'ait pas encore mis en place le fair play financier au niveau du championnat de France. Alors le PSG vient d'être mis à l'amende, ça se met en place. Vous, le fair play, pas de problème, c'est-à-dire ne pas dépenser plus que ce qu'on a. Quelle est votre politique en matière salariale, très vite, très rapidement? Écoutez, nous avons été précurseurs il y a 5 ans, puisqu'on a mis en place un salary cap. Parce qu'effectivement, je pars du principe qu'on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Et puis, il y a des disproportions dans les salaires. Et notamment, si vous voulez, je pense que compte tenu de la distribution des droits télé qui sont en fonction du classement, eh bien, je suis pour exiger un résultat. Et en fonction des résultats, il y a un variable et donc des primes qui sont distribuées aux joueurs. Voilà. C'est-à-dire que vous n'irez pas acheter Gourcuff si on n'est pas certain qu'il va avoir un résultat, il sera payé. Il n'aurait pas, lui, tout de suite un salaire de 500 000 euros chez vous. D'abord, 500 000 euros, ça représenterait 10 joueurs chez nous, c'est compliqué, quoi. Le salaire de 10 joueurs, c'est compliqué. Non, effectivement, le joueur le mieux payé, il y a 2 joueurs les mieux payés chez nous, ils ont 90 000 euros. Et puis après, bien, ils ont des variables. Tous les joueurs ont les mêmes variables. Et en fonction du classement, du nombre de matchs qu'ils font, ils ont une prime en fin de saison. Mais ça risque de vous priver d'une grande vedette, ça. Pourquoi ? Ils vont pas, les gars, vous lui dites je vous donne que 90 000, il va pas venir. Eh bien écoutez, on verra dans quelques temps. Je vous dirais qu'on n'a pas été privé de beaucoup de joueurs pour lesquels, qu'on souhaitait éventuellement enrôler, parce que notamment, il y a 2 joueurs qui ont refusé, qui m'ont demandé plus, alors qu'ils auraient eu sûrement plus que ce qu'ils ont eu en allant dans le club, avec le fixe et le variable compte tenu des résultats. Mais ces joueurs, ils ont disparu. Ou il y en a un qui... ils ont disparu, donc ils n'avaient pas du tout... c'est bien qu'ils ne soient pas venus à Saint-Étienne, parce que je pense qu'ils n'avaient pas la mentalité pour jouer dans notre club. Vous avez aussi des filles qui jouent. En un mot, demain, elles ont une rencontre capitale pour le maintien contre Assoyaux. Ouais. Vous les suivez, les filles, aussi? Oui, j'étais dimanche. J'étais dimanche, alors qu'elles jouaient contre Yzeure. C'était un match à gagner. Elles l'ont perdu tout à fait normalement, parce qu'elles n'ont pas été bonnes. Elles ont loupé un penalty. Elles n'ont pas été bonnes dans le jeu. Oui, je les suis. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, pour les filles, elles ont un budget... on a un budget de 300 000 euros, alors que par exemple... C'est pas celui de l'OL, hein? Eh ben oui, l'OL qui est 5 millions, donc voilà, on n'est pas tout à fait dans la même cour. Mais nous, on ne voit pas les choses de la même manière. Nous, elles ne sont pas professionnelles, elles sont amateurs. On les aide à trouver du travail. Elles sont scolarisées, voilà. Donc on n'a pas du tout les mêmes... Merci Roland, cette émission est terminée. On se retrouve cet après-midi à l'antenne à 15h20, La Villénie-la-Franchie, à 16h20, les chroniques d'en haut de Laurent Guillaume survoleront le Monténégro. Merci pour avoir passé tout ce moment et nous avoir expliqué tout cela sur la Saint-Étienne. Et on termine avec un générique exceptionnel pour cette émission. Et allez les mecs. Qui c'est les plus forts? Ça c'est juré.